Mes chers camarades, bien le bonjour et bienvenue au cœur du Loir-et-Cher pour la visite d'un château assez incroyable. Vous vous souvenez peut-être qu'en 2018, on a été faire un tour du côté du château du Moulin qui a été construit purement pour la frime. Et bien ici, au château de Fougères-sur-Bièvre, c'est un peu la même chose. Allez, je vous montre et ça sera l'occasion de revenir sur les techniques de construction et de rénovation d'un tel édifice. Ce qui marque quand on débarque dans ce petit village de moins de 1000 habitants, c'est l'allure militaire imposante de la bâtisse. Difficile de la louper. D'ailleurs, celui qui a fait construire ce château tenait beaucoup à ce que l'on puisse l'identifier. Preuve en est la girouette que l'on peut voir au-dessus de la porte d'entrée et qui représente ses armoiries. Et oui, au Moyen-Âge et encore après, les armoiries sont un bon moyen de savoir à qui l'on a affaire, et ici en l'occurrence, c'est clair. Non, c'est pas clair? Bah vous avez raison, la plupart des visiteurs qui viennent ici, ils voient un cœur, laissant suggérer que le propriétaire des lieux serait un grand romantique. Et en fait, pas du tout. Mais il s'agit de deux serpents qui s'affrontent, ce qui montre bien qu'il fallait pas trop lui chercher des noises. Mais qui est donc le mystérieux propriétaire de cette forteresse? Bah, Pierre de Refuge, bien sûr. Alors oui, c'est pas un roi de France, mais il a quand même joué un rôle assez central durant le règne de Louis XI, dont il était le trésorier. D'ailleurs, il a même été le conseiller du prince Charles d'Orléans. Et vous allez le voir, je vais vous montrer des trucs super intéressants par ici. Si la trace d'un château très modeste remonte au XIe siècle, celui-ci est complètement rasé par le prince noir durant la guerre de 100 ans. Le prince noir, c'est Édouard de Woodstock, le fils d'Édouard III d'Angleterre, qui mène des raids à cheval et des pillages au sein même du royaume de France entre 1355 et 1371. Un gars qu'il ne faut pas trop énerver donc, et qui entreprend ses raids pour déstabiliser le pouvoir français. En effet, si le roi Charles V n'arrive pas à protéger son peuple, comment pourrait-il gouverner? Bonne question. Bref, au moment de la construction de l'édifice, en 1465, ça fait déjà 10 ans que la guerre de 100 ans est terminée. Pierre de Refuge décide de bâtir un château qui serait à la fois un lieu de résidence, mais aussi une place forte défensive. En tout cas, en apparence. La façade est typique d'un ouvrage de combat du Moyen-Âge, avec des tours à arbalètes de chaque côté, des machicoulis, une lourde porte pour entrer dans le château. Il y a même un campanile dans lequel on pouvait faire sonner les cloches, et on voit encore aujourd'hui le mécanisme de poulies qui permettent de le faire, tandis que de nos jours, tout est automatique. Le donjon, qui est dans la partie la plus ancienne du château, est le symbole de cette dualité entre lieu de défense et lieu de résidence. Il était en effet relié au reste de l'ouvrage par des passerelles en bois, que l'on pouvait retirer à tout moment pour faire du premier étage de ce donjon un havre de sécurité, isolé du reste du monde, inaccessible. Pour se réapprovisionner en eau, il y avait même un puits intégré dans le donjon avec un forage à 20 mètres de profondeur. Le gars était préparé, quoi. Pourtant, dans ce bâtiment préparé pour la défense, on trouve des bancs en pierre sous les fenêtres pour contempler le magnifique panorama, ce qui n'est pas franchement hyper utile quand l'ennemi assiège le château. Mais bon, vous l'avez compris, ça n'arrivait jamais puisque la guerre est finie. D'ailleurs, l'emplacement même du donjon est dénué de tout intérêt stratégique et toutes les défenses présentées ici sont inutiles. Mais pourquoi ? Il faut tout d'abord avoir à l'esprit que pour construire un tel château, Pierre de Refuge devait avoir l'autorisation, et donc la confiance, de Louis XI. Or on sait bien que ce roi, que l'on surnommait l'universel Aragne, ne l'accordait pas beaucoup cette confiance. C'était donc un proche du souverain et la construction d'un tel château est clairement une affirmation de son statut social. C'est d'autant plus vrai quand on voit la débauche de dispositifs défensifs mis en place pour dissuader tout ennemi imaginaire qui aurait des ambitions un peu trop folles et qui ne servent qu'à montrer l'importance que Louis XI accorde à Pierre de Refuge aux yeux des autres seigneurs du coin. En tout cas, on l'a dit, si d'apparence il faut montrer les muscles, le château est bien fait pour y vivre. Et là aussi, faut pas négliger son confort. Sur certains murs, on peut voir encore quelques traces de peinture de l'époque, avec des couleurs azur, rosé et ocre. Preuve que les châteaux étaient très colorés et loin de la vision désaturée que l'on peut avoir du Moyen-Âge. La bâtisse n'accueille que 2 pièces d'habitation, une pour Pierre de Refuge lui-même et sans doute une autre pour accueillir des invités. Et Pierre, il avait déjà tout compris au XVe siècle. Les 2 pièces sont attenantes à des latrines en bois, un système luxueux pour l'époque qui montre une fois de plus l'importance du personnage. Les latrines du château de Fougères sont un peu particulières, car d'habitude, le trou percé donne directement à l'extérieur du château. En gros, on balance tout par-dessus bord. Ici, les toilettes du 1er et 2e étage sont reliées à un conduit qui passe dans le mur d'enceinte pour se déverser dans une fosse creusée plus bas et qui était sans doute relié aux eaux de la rivière. Un système astucieux mais non sans danger, car un étranger peut toujours remonter dans le château par le conduit. Une technique de fourbe pour prendre un lieu pareil, mais qui a fait ses preuves à plusieurs reprises un peu partout en Europe. Petite précision rigolote, pour être sûr que cette faiblesse ne soit pas exploitée, eh bien chaque personne qui se rendait aux latrines devait être accompagnée. Il y avait même un registre qui était tenu pour savoir qui allait au petit coin et quand.
parce que on n'est jamais trop prudent. On ignore combien de personnes travaillaient et vivaient au château, mais on estime qu'il pouvait y avoir entre 10 et 20 gardes. Les gens du village travaillaient également en partie pour le château, et quelques serviteurs devaient probablement y loger de façon durable. Une des parties les plus impressionnantes du château reste en tout cas son incroyable charpente. Pour construire ces charpentes, il fallait du bois, et pas n'importe lequel, puisqu'on utilise souvent du chêne. Pour enlever les impuretés du bois ainsi que sa sève, il fallait le traiter. Et pour ça, on le trempait dans la rivière puis on le faisait sécher. Et on répétait cette opération encore et encore pendant une période qui s'étale entre 30 et 40 ans. Il fallait donc bien anticiper ses besoins en bois et en comparaison, les techniques modernes permettent d'arriver au même résultat en 4 ou 5 ans avec des séchoirs, ce qui est quand même relativement long. Les assemblages de morceaux de bois pour construire la charpente étaient également une étape longue et délicate. On assemblait les pièces, puis on laissait le tout monter pendant plusieurs saisons à l'extérieur afin que le bois travaille. Suite à ça, on pouvait ajuster les pièces en fonction des mouvements du bois et enfin installer le dispositif. Un exercice de patience. Pour vous donner une idée de ce que ça peut représenter en termes de volume, l'imposante charpente de la tour droite du Châtelet n'est même pas fixée sur la tour. Elle est simplement posée sur la pierre de la tour. C'est le poids de la structure qui maintient le tout en place. Un édifice incroyable qui a dû être rénové dans les années 30, et on voit d'ailleurs très bien la différence entre poutres rénovées et poutres anciennes. Et on va en parler de rénovation, parce que le château de Fougères, il a subi quelques modifications depuis sa construction. En 1480, le chemin de ronde, qui était jusque-là ouvert comme une terrasse, est couvert. On y place au XVIIe siècle une horloge dont le mécanisme a été restauré de nos jours et qui fonctionne encore parfaitement. Mais les gros changements arrivent au XIXe siècle, quand le château se transforme en atelier de filature. La chapelle, lieu de prière, est complètement réaménagée et on y installe une grande roue à aubes qui permettait de faire fonctionner toutes les machines de la filature. Le cours d'eau de la Bièvre est détourné pour alimenter les fossés du château et fournir en eau toutes les pièces. On fait sauter le pont-levis et on bouche les entrées des couloirs qui reliaient les différentes parties de l'édifice. Résultat, on peut plus faire le tour à pied. Le propriétaire de la filature se fait même construire un petit château non loin de là qui restera dans la famille jusqu'à aujourd'hui encore. Un symbole fort d'une industrie florissante qui fait rayonner le village. Cependant, l'aventure tourne court à la fin du XIXe siècle. Le château est progressivement abandonné et sert de logement pour les familles pauvres du village. Son propriétaire, qui souhaite tenter de conserver un minimum son patrimoine, arrive à le faire classer au monument historique en 1912. Le bâtiment, qui commence à se dégrader, est acquis par l'État en 1932. Une aubaine qui permettra de lancer dès 1933 des énormes travaux de rénovation ayant pour but de se rapprocher de l'aspect originel du lieu. Tous les passages qui avaient été bouchés par la filature sont rouverts. Le passage des arcades, qui avait été complètement obstrué, est également rouvert comme à l'origine. Un des grands challenges de cette rénovation sera sans doute celle des toits du château. 6 ouvriers vont travailler pendant 2 ans et demi afin de couvrir les 4500 m² de toiture. Ces techniciens locaux seront amenés à apprendre ou réapprendre les techniques de l'époque, à travailler avec des matériaux du coin pour redonner l'aspect originel du château. On peut d'ailleurs voir des trous, visibles sous la charpente, qui servent aux ouvriers des années 30 afin de faire passer les cordes qui assurent leur sécurité. Des trous qui permettent aussi d'aérer la charpente, pièce maîtresse du château. En 1939, à la veille de la guerre, le château est entièrement électrifié par un tableau électrique qu'on n'a redécouvert que récemment. Quand le conflit éclate, plusieurs œuvres des collections du musée du Louvre seront acheminées ici par le conservateur de l'époque, Jacques Jaujard, qui voulait préserver les collections des bombardements en les dispatchant sur tout le territoire. Les vitraux de la cathédrale de Chartres, très précieux, sont également démontés pour être préservés ici, au château de Fougères. Au final, les défenses du château auront servi, mais pas de la manière dont on l'imaginait. Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci au département de Loir-et-Cher pour l'avoir financé, merci aussi aux Monuments Nationaux pour nous avoir accueillis ici, puis n'hésitez pas vraiment à venir parce que c'est vraiment super cool, il y a plein de trucs à découvrir sur la construction des châteaux, mais aussi sur le jardin et les plantes, ils y font des expériences, vous montrent à quoi les plantes d'époque pouvaient servir, bref c'est super cool. Il y a même des cloches qui sonnent, c'est génial. N'hésitez pas, likez, commentez, partagez comme d'habitude. Et on se retrouve très bientôt sur Nota Bene. Salut!